Bonjour à tous, toute l'équipe Miral est ravie de vous accueillir ici à la recyclerie. Euh, bah, alors forcément, la température est chaude, il y a de la promiscuité là, on a tout fait pour faire en sorte qu'on ait un moment agréable. Malgré tout, on a maintenu cet événement parce qu'on s'est posé la question, hein, franchement, de savoir si on devait maintenir un événement dans de telles conditions. Mais on se dit que ça a du sens. Ça a du sens par rapport à notre métier, par rapport à notre engagement de faire ça. Je pense que le message, il est assez clair dans ces conditions. Il y a des choses à faire parce qu'il va falloir s'adapter. Donc voilà, ce qu'on vous propose pour ce lancement de notre offre Miral IT augmenté, qui est même une ambition, Miral IT augmenté, pour cette matinée. C'est donc un temps de conférence d'une heure, de 10h30 à 11h30, que vous allez voir. Donc on va dérouler sur des sujets, on va prendre de la hauteur. Ensuite, à partir de 11h30, on va vous proposer de vous mettre en mouvement, de partir sur un parcours découverte de notre ambition, Miralité augmentée. Et puis à partir de midi et demi, ce sera la pause rafraîchissement. Même si tout au long du parcours, vous verrez, on a fait en sorte que vous puissiez vous rafraîchir un minimum, que vous puissiez aussi vous hydrater. Donc voilà. Et puis s'il y a besoin, vous n'hésitez pas à nous demander. Toute l'équipe est mobilisée pour ça. Alors pour commencer, ce qu'on vous propose pour cette matinée, c'est une intervention d'un grand témoin. On a invité Fabrice Bonifay, qui est président du C3D et de Genact, finalement de venir nous expliquer, donner sa vision. Et je pense que c'est encore plus de sens, Fabrice, que vous puissiez venir prendre le micro et nous dire quelle est votre vision, avec quelles lunettes vous voyez euh, finalement la situation et finalement, aujourd'hui, quelle position doivent prendre les acteurs du bâtiment face à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Je vous donne le micro. Et bonjour à tous, merci de l'invitation de Miral. Oui, donc je préside deux associations, mais j'ai un petit passé dans votre profession, parce que j'ai travaillé près de 37 ans dans une petite entreprise familiale qui fait du bâtiment, la route, des télécoms, de la télé. Voilà, je pense que vous avez deviné où j'étais. En tant que directeur central de la RSE pour l'ensemble des métiers du groupe pendant 18 ans. Donc, depuis quelques semaines maintenant, là, je me consacre à temps plein sur trois leviers. Donc, le C3D, c'est le collège des directeurs RSE. On a 424 entreprises qui sont membres de cette association et on les accompagne dans la transmission, dans la transformation de leur modèle économique pour aller vers des modèles économiques à visée régénérative. Donc, vous allez vite voir le lien avec Miral. Et puis Genact, Genact, c'est une jeune association qui a près de 3000 membres déjà, qui sont en fait des salariés conscientisés qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas toujours comment. Donc Genact, c'est une plateforme de contenu pour faire monter en compétence les collaborateurs et leur donner les clés et les méthodes pour passer de modèles d'affaires linéaires à des modèles d'affaires permacirculaires basés donc sur des solutions fondées sur le vivant. Et je suis aussi administrateur d'un think tank que tout le monde connaît, je pense, ici, qui s'appelle le Shift Project, autour de Jean-Marc Jancovici. Alors, ce métier, votre métier, je le connais bien, je l'ai pratiqué pendant des décennies. Et il est clair qu'on n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on doit faire, même si la France n'a pas à rougir de sa régulation en matière de construction durable. On a d'ailleurs une régulation pour la construction neuve parmi la plus ambitieuse sur la planète aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt bien pour le neuf. Mais on sait que l'enjeu numéro un de notre profession et de votre profession, c'est pas le neuf, parce que le neuf, c'est réglé par la RE, même si, hélas, il y a quelques acteurs qui essayent de revenir en arrière en ce moment. Et j'espère qu'ils ne vont pas l'emporter vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et l'enjeu, c'est clairement le rétrofit, la rénovation, qui doit concentrer l'essentiel de nos moyens, de notre temps, de nos compétences. Et c'est là, en fait, qu'est le marché hein, pour le futur, incontestablement. Donc, quand on regarde ce que nous demande la SNBC aujourd'hui dans ce domaine-là, vous le savez, c'est moins 55% d'émissions à l'horizon 2030. Ça veut dire qu'il faudrait, en fait, si on était lucide, responsable, rénover grosso modo 700 000 logements par an. On en est à 114 000, donc on est très très loin du compte. Les goulots d'étranglement, il y en a plein. D'abord, un problème de compétences. On n'a pas assez de gens qui savent faire cette rénovation en site occupé avec les bonnes technologies, comme celle de Miral. Il y a un problème que l'énergie n'est pas assez chère. C'est ça que c'est un paradoxe, mais c'est vrai que si l'énergie finale était plus élevée, bah, les ROI sur la rénovation seraient meilleurs, évidemment, et ça inciterait les acteurs à aller plus vite dans la prise de décision. Mais là aussi, on peut penser que bah, cette énergie va continuer d'augmenter, donc ça va faciliter finalement les prises de décision des acteurs.
Et maintenant, il y a une responsabilité morale. Alors ça, tout le monde s'en fout. Mais enfin, quand on voit ce qu'on est en train de vivre en ce moment, 2 canicules avant même que l'été soit vraiment commencé, et on sait très bien que ça va être de pire en pire, parce que quoi qu'on fasse, de toute manière, il y a une telle inertie entre le moment où on va commencer à agir et le moment où on va avoir les premiers résultats. Et les premiers résultats, en fait, ça ne sera pas une baisse de la température ou des canicules ou des dérèglements climatiques. Non, ce sera juste une stabilisation. Parce que les gens pensent qu'on parle de crise climatique, mais il ne s'agit pas d'une crise climatique. Que quand on parle d'un mot comme, enfin, quand on utilise un mot comme la crise, il y a un début, hein, rappelez-vous le Covid, il y a un pic, et puis ensuite il y a la fin. Ben, le climat, ça ne sera pas comme ça. Car on a dans l'atmosphère plus de 4000 gigatonnes de CO2 qu'on a stocké depuis le début de l'ère industrielle, depuis le début de la civilisation de termes industriels. Et ce CO2, vous savez, c'est une molécule qui est extrêmement stable, qui reste dans l'atmosphère des dizaines d'années. Et le temps que le système Terre épure ce CO2 en excès, il faudra des centaines d'années, tout simplement. Donc, ce qu'il faut, c'est bien sûr réduire, atténuer nos émissions le plus possible pour aller vers ce qu'on appelle la neutralité carbone planétaire le plus vite possible. Cette neutralité, elle est demandée par les scientifiques à l'horizon 2050, c'est-à-dire qu'on n'émettra plus, on espère à cette époque-là, plus de CO2 que ce que, les puits de carbone naturels sont capables d'absorber par eux-mêmes, que ce soit l'absorption océanique ou la photosynthèse, évidemment. Ça correspond à 24 gigatonnes de CO2. Donc, il faudrait qu'on soit en dessous de ça. Donc là, on ne va pas rajouter du problème au problème. Le changement climatique se stoppera à ce moment-là. On ne va pas rajouter de carbone qui provoque le réchauffement. Et ensuite, la deuxième partie du 21e siècle, donc nos enfants, eux, ils vont devoir rester en dessous de ces 24 gigatonnes, mais ensuite aller chercher le carbone en excès pour, dans les siècles à venir, et revenir à 280 ppm de CO2. C'est ce qu'on avait au début de l'ère industrielle. Aujourd'hui, vous savez, on est à 425, et c'est ce qui a provoqué un réchauffement moyen de 1,37 degré. Mais ce n'est pas le réchauffement moyen qui compte, vous l'avez bien compris, ce sont les écarts autour de la moyenne. Le dérèglement climatique, c'est ça, hein. C'est des écarts autour de la moyenne et dont on subit les stigmates en ce moment en France, mais aussi partout dans le monde. Donc c'est une responsabilité morale dans la mesure où ça devient invivable, tout simplement. Alors on entend beaucoup de bêtises en ce moment, notamment dans le bâtiment, en disant bah, basta, on va tout climatiser et on peut continuer comme avant. Ben, ce n'est pas si simple, parce que d'abord, la climatisation, c'est ce qu'on appelle de la maladaptation. Oui, bien sûr qu'il y a un principe de réalité qui fait que bah, les hôpitaux, les crèches, les EHPAD, ce serait bien vu qu'on n'a pas d'autre solution, de les climatiser, sinon ça va être un drame social effroyable, hein. Il y a eu 17 000 morts en 2003. Là, on ne sait pas encore, évidemment, on le saura bien après, mais il y a plein de gens déjà qui meurent à cause de la canicule. Donc il faut protéger les plus fragiles, évidemment. Mais de là à aller vers un tout climatisation, comme le demandent certains partis politiques, etc., je pense que c'est vraiment être irresponsable de dire ça, parce que ça rajoutera du problème au problème. Vous savez comment fonctionnent les clims classiques aujourd'hui, on rejette de la chaleur, ça consomme aussi énormément d'énergie. Alors on dit en France qu'on a une énergie décarbonée, ce qui est vrai. Encore faut-il que ça reste décarboné. Et en période de canicule, ben, les centrales nucléaires fonctionnent moins bien. Vous savez que EDF vient d'annoncer l'arrêt de plusieurs réacteurs aujourd'hui, faute d'eau, tout simplement. On est au mois de juin. C'est complètement dingue. Les panneaux photovoltaïques ont moins de rendement également lorsqu'il fait très très chaud, hein. Au-delà de 38 degrés, les panneaux perdent 25% de rendement. Il n'y a pas de vent en période de canicule, donc pas d'énergie éolienne. Et en plus, l'hydroélectricité qui fonctionne avec de l'eau accessoirement, eh bien, on a déjà des réserves de nos grands lacs où on fait de l'hydroélectricité qui sont déjà au niveau que ce que l'on a fin août, alors qu'on n'est même pas en juillet. Donc la capacité de production d'hydroélectricité, là aussi, va être impactée par les canicules. Donc forcément, si on fait de la clim partout, on va fonctionner avec quoi? Ben, avec du gaz. Donc on sera aussi con que les autres pays qui utilisent la clim classique. Donc on va émettre plein de CO2 pour refroidir en fait des habitations en aggravant le problème en fait, hein, en rejetant de l'air chaud et en plus en contribuant négativement au changement climatique. Donc la solution, eh bien, c'est la solution proposée par des sociétés comme Miral, évidemment. Il faut des solutions passives. C'est les seules qui fonctionnent. Donc isoler, 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 isoler. On n'a pas le choix. Et des solutions, bien sûr, qui vont combiner toutes les techniques de rafraîchissement. Donc déjà, il faut éviter que le chaud rentre dans les habitations. Et rien de mieux que les vraies isolations, hein. Donc des isolations qui
C'est un problème physique, l'isolation, hein. S'il n'y a pas suffisamment d'épaisseur, s'il y a pas suffisamment si les matériaux ne sont pas adaptés, bah, le chaud finit par rentrer. Donc il faut vraiment des solutions qui sont physiquement, que ce soit physiquement prouvé que, même s'il fait 40 degrés à l'extérieur, on pourra maintenir un confort d'été, à 28 degrés à l'intérieur. Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas les épaves thermiques, comme le problème de protéger du froid. Ça, on en aura de moins en moins besoin finalement l'hiver, parce qu'on va avoir des hivers qui vont être de plus en plus doux. Mais c'est les bouilloires thermiques. C'est là, le confort d'été va prendre le pas sur le confort d'hiver. Et bah, ça tombe bien, parce que le système passif protège autant du froid que du chaud en été. Alors, il y a d'autres solutions aussi à mettre en place pour décarboner à la fois le secteur du bâtiment. Vous le savez, c'est 25% des émissions en France, c'est 33% au niveau mondial, c'est 43% de la consommation d'énergie finale. C'est juste colossal. Si vraiment il y a un secteur où il faut décarboner en priorité en France et en Europe et dans le monde, c'est vraiment le secteur du bâtiment. Donc, au-delà de l'isolation par l'extérieur, qui est vraiment la chose la plus importante à faire et de loin, il y a d'autres solutions qui sont complètement indispensables et qui peuvent se combiner. Alors bien sûr, il y a, l'effet albédo, vous le connaissez. On doit absolument utiliser mieux cet effet albédo, donc repeindre en blanc tout ce qui peut être repeint en blanc, en prenant en compte bien sûr les phénomènes d'éblouissement, évidemment, y compris d'ailleurs pour les oiseaux. Mais on est capable aujourd'hui, on a un potentiel énorme sur l'albédo et ça participe aussi quelque part à 5 à 6 de la consommation d'énergie si on arrive à avoir ces façades blanches, ces toits blancs. Et on est tenu de faire ça aujourd'hui, c'est un problème de responsabilité. Mais le plus important, évidemment, après ça, c'est la déminéralisation des villes. Il faut vraiment qu'on s'y mette rapidement. Le tout bitume, l'extrême minéralisation, artificialisation des sols dans les villes et dans les villes denses bah, participe et renforce les îlots de chaleur et l'inconfort d'été. Donc il faut vraiment déminéraliser les villes le plus vite possible. Et pour ça, bah, il va falloir qu'on intensifie l'usage des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait moins de bâtiments pour laisser de la place et des bâtiments plus utilisés. Alors ça, c'est vraiment un enjeu aussi qui est majeur. Ça ne sert à rien d'avoir des bâtiments efficaces en matière de consommation d'énergie par mètre carré en énergie primaire s'ils sont peu utilisés, voire pas utilisés. Et quand on regarde les chiffres d'utilisation réelle des bâtiments publics, des bâtiments privés, y compris des logements, bah, c'est affligeant en fait, hein. On a pour les bâtiments publics 14% du temps d'utilisation. Et quand on fait des scans espace par espace, on s'aperçoit que certains espaces sont utilisés moins de 1% du temps. On marche sur la tête. Pareil pour les bâtiments tertiaires privés, où on a 25% d'utilisation et on a 11 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires aujourd'hui qui sont vides en France. 11 millions de mètres carrés, c'est complètement dingue. Tout ça pour faire de l'argent en fait, hein. Mais du coup, ben, c'est de l'artificialisation et c'est du gaspillage de matières premières et c'est aussi bien sûr eh bien, un, des consommations d'énergie, parce que ces bâtiments, il faut quand même les maintenir en fonctionnement, même s'ils sont vides, qui sont complètement inutiles. Alors, le sujet des bâtiments aussi, ça va être le sujet de l'eau, qui est un sujet qui est trop souvent ignoré. Vous savez qu'il y a près de 3000 communes en France qui vont, comme tous les ans maintenant depuis 5 ou 6 ans, manquer d'eau pendant cet été. Donc, ils vont être ravitaillés par des camions-citernes. C'est complètement dingue, 3000 sur 36 000 communes en France. Et ça augmente tous les ans, hein, de 3 à 400 communes supplémentaires. Donc, récupérer les eaux grises, récupérer les eaux pluviales dans les bâtiments ou à proximité du bâtiment, ça va devenir un enjeu sanitaire majeur, y compris dans les grandes villes. Alors, dans les grandes villes, bien sûr, on ne pourra pas forcément faire des zones humides ou, à proximité des bâtiments pour traiter ces eaux grises et renvoyer l'eau traitée dans les toilettes des bâtiments. Parce que faire caca dans l'eau potable aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant. Donc, il faut bien sûr faire en sorte de traiter ces eaux grises le plus vite possible. On peut faire jusqu'à 70% d'économie d'eau lorsque on récupère les eaux grises pour les réinjecter dans les toilettes et l'arrosage nécessaire au bon fonctionnement des bâtiments. Donc, privilégier des systèmes biologiques lorsqu'on a de la place. On n'a pas toujours de la place. Et lorsqu'on n'a pas de système biologique possible à côté des bâtiments, bah, il faut utiliser des membranes. Vous connaissez peut-être le système Odali, hein, qui fonctionne très très bien, que utilise le traiteur d'eau SOR pour, dans les bâtiments de logement notamment, eh bien, traiter ces eaux grises et renvoyer l'eau traitée dans le circuit de chasse d'eau. Un autre sujet, c'est bien sûr bah, utiliser des solutions fondées sur la nature, sur la construction et la rénovation, surtout la rénovation évidemment, les toitures végétalisées, et puis aussi revoir complètement lorsqu'il y a de la verdure à côté des bâtiments, la façon de gérer ça, arrêter les pelouses bêtées, mais enfin tout ce qu'on a fait comme aménagement paysager autour des bâtiments, c'est du grand n'importe quoi. Il faut vraiment revoir ça pour utiliser les techniques de l'agroforesterie, la permaculture
et faire du foisonnement, du vivant autour de nos bâtiments et bien sûr planter des arbres, parce que, eh bien, les meilleurs, climatiseurs qui existent aujourd'hui, c'est clairement la végétation par l'évapotranspiration. Donc ça doit être pensé comme un tout global lorsqu'on a des projets. L'isolation par l'extérieur, c'est vraiment le number one et de très, très loin, à condition de choisir le bon partenaire, parce que là aussi, il y a des fausses bonnes idées. Revoir bien sûr, tous les systèmes d'ombrières, ça c'est vraiment aussi important d'intégrer ça. C'est comme du bon sens, hein, ça fait longtemps que nos grands-parents connaissaient ça. L'occultation des fenêtres également lorsqu'on ne peut pas mettre d'ombrières. Ça, il y a des systèmes low-tech qui fonctionnent très, très bien pour éviter, la pénétration des rayons du soleil à certaines heures. Ça aussi, ça doit devenir systématique dans les projets de rénovation. C'est pas simplement l'isolation. Il faut vraiment protéger ça. La ventilation, bien sûr, si possible en double flux et donc toutes les solutions qui vont nous permettre aussi donc de végétaliser, les projets autour et de restaurer les puits de carbone à proximité des bâtiments. Parce que, il n'y a pas de projet, bas carbone ou zéro carbone, ça n'existe pas. Il y aura toujours du carbone résiduel, c'est évident et de toute façon, on n'y peut rien. Mais par contre, ce carbone résiduel, il peut être calculé et peut servir de base à des projets de restauration de puits de carbone en même temps qu'on va restaurer, des zones de biodiversité. Parce que biodiversité et carbone, c'est les 2 faces d'une même pièce. Donc le sujet, en fait, et vous le savez très bien, c'est pas un problème de solution. Les solutions, on les a, elles sont matures. Il y a des acteurs qui sont engagés, qui, sont de plein de bonne volonté. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on se dise: «Oui, on va sans doute peut-être gagner un peu moins d'argent, au début», parce que, ce sont des systèmes qui, nécessitent des dépenses qu'on ne faisait pas à l'époque, on n'en avait rien à faire de ces sujets-là, où l'énergie coûtait rien. Alors pourquoi isoler? Parce que de toute façon, il suffisait de brancher ça sur le réseau et basta. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, la rentabilité des projets, doit se calculer sur le coût carbone complet et sur du temps long. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Bah oui, il faut qu'on accepte de gagner sans doute un peu moins au début pour pouvoir se refaire la cerise sur des temps beaucoup plus longs. Il faut aussi penser à des nouveaux modèles économiques qui sont basés sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Il y a de plus en plus d'acteurs dans le bâtiment, notamment des équipementiers qui proposent aux maîtrises d'ouvrage non plus de vendre les équipements, mais de louer les équipements sur des durées très, très longues. Ça fait baisser les capex des projets, c'est quand même pas rien. Bien sûr, ça fait augmenter les opex parce qu'il y a un droit d'usage de certains équipements, y compris des façades d'ailleurs, des onduleurs, des bornes de recharge. Il faut être complètement idiot aujourd'hui, quand on a un projet de bâtiment en rétrofit ou neuf, d'acheter des bornes de recharge de véhicules électriques. Les technologies changent tout le temps, d'acheter des panneaux solaires, d'acheter, des onduleurs, d'acheter même des revêtements de sol. Il faut maintenant rentrer dans cette économie de l'usage parce que les industriels qui, vont vendre le service de leurs produits plutôt que leurs produits, vont avoir une dynamique qui est complètement différente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme tout est basé sur le pognon, eh bien, lorsqu'ils sont mis en concurrence, pour qu'on leur achète leurs produits, bah bien, ils vont s'aligner sur le prix le plus bas et le prix le plus bas, souvent, la variable d'ajustement, c'est quoi? Eh ben, c'est les droits humains parce qu'on fait fabriquer les produits dans des pays où, hélas, on ne paye pas les gens et c'est l'environnement parce que de toute façon, l'environnement, bon, bah, tout le monde s'en fout vu que la planète n'est pas représentée dans les conseils d'administration. En revanche, si vous êtes, sur un système as a service, eh bien, l'équipementier, lui, il aura tout intérêt à faire durer son produit le plus longtemps possible parce que chaque minute marginale de bon fonctionnement de son produit, c'est du cash pour lui. Donc il ne va pas vous mettre le même équipement du tout, hein. Il va vous mettre un équipement beaucoup plus robuste. C'est pour ça qu'il faut qu'on passe de la performance à la robustesse. Pourquoi? Parce qu'un équipement robuste, c'est un équipement qui va durer beaucoup plus longtemps, qui aura besoin, bien sûr, d'être moins souvent renouvelé. Et lorsqu'on fait un bilan carbone d'un bâtiment, eh bien, on ne fait pas le bilan carbone au moment de la livraison de ce bâtiment ou la livraison du chantier de rénovation, mais sur le coût carbone, c'est-à-dire de l'extrême début à l'extrême fin, c'est-à-dire au moment du démantèlement. Et c'est comme ça qu'on calcule l'empreinte. Et c'est la seule façon de calculer. Parce qu'avec l'approche qu'on a aujourd'hui, on peut avoir des bilans carbone qui sont extrêmement bas au moment de la livraison, mais parce qu'on a bien sûr mis peu de matériaux et des matériaux de mauvaise qualité. Mais in fine, pour le climat, lorsqu'on fait le cycle de vie complet, on s'aperçoit qu'on a des bilans carbone qui peuvent être 25 fois supérieurs par rapport à une offre d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, regardez comment aussi vous pouvez changer votre business model en arrêtant de vendre vos équipements à vos clients, en les louant. Donc, aujourd'hui, on est en train de travailler au C3D sur l'aménagement du droit comptable pour allonger les durées d'amortissement. Ça va sortir à la rentrée. Là, on travaille avec des députés, des sénateurs, la direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises pour faire évoluer le droit comptable, pour créer une nouvelle classe d'actifs qui permettra donc de faire de l'amortissement décomposé.
pour que les entreprises qui vont garder la propriété de leurs équipements, eh bien, d'avoir d'abord au bilan, à l'actif de leur bilan, ces matériaux qui vont pouvoir rejeter ces jeux, et ça va leur permettre d'améliorer leur richesse, tout simplement. Mais après, il y a des problématiques d'impôts, évidemment, hein, parce qu'aujourd'hui, les entreprises amortissent pour payer moins d'impôts. Si on amortit sur des très très longues durées, bah, que va-t-il se passer sur la fiscalité, sur les impôts? Donc on y travaille pour que, bien sûr, les entreprises vertueuses, celles qui vont garder leurs matériaux, eh bien, ne soient pas pénalisées d'un point de vue fiscal. C'est un enjeu de souveraineté pour l'Europe et pour la France, parce que vous savez, et vous êtes des professionnels, eh bien, la France et l'Europe achètent, tenez-vous bien, 97% des matières premières critiques qui sont nécessaires à l'industrie et à l'industrie du bâtiment comme les autres. Parce qu'en fait, l'Europe ne produit plus de matières premières critiques depuis belle lurette. Ça fait longtemps qu'on n'exploite plus nos mides. L'essentiel des matières premières, ça vient d'où? Bah, ça vient de Chine, parce que non seulement ils ont les gisements où ils ont des accords pour trouver des gisements partout dans le monde, mais ils ont surtout les techniques de raffinage, parce que vous savez qu'entre la matière première vierge qu'on extrait de la mine et la matière première utilisable pour l'industrie, il peut y avoir jusqu'à 6 étapes qui sont de haute technologie, et ça fait belle lurette que l'Europe et la France a complètement perdu ces savoir-faire-là. Donc on ne rattrapera pas le retard dans les 10 ans ou les 15 ans qui viennent, alors que c'est maintenant qu'on doit agir, parce que nous sommes la première génération à avoir conscience du problème, mais on est aussi la dernière génération à pouvoir réellement agir. Merci. Merci beaucoup Fabrice. Bon, on voit qu'il y a énormément de choses. Bah, Ouais. restez là, hein. On voit qu'il y a énormément de choses à faire, mais surtout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des acteurs qui s'engagent. Et c'est ça que je retiens surtout, Oui. c'est que les solutions, enfin le constat, je pense qu'on l'a à peu près. On les a, on les a. Ouais. Les solutions, on voit à peu près lesquelles sont-elles, mais encore faut-il voilà, qu'il y ait des acteurs qui s'engagent. C'est pour ça qu'on vous a proposé une table ronde avec des acteurs. Hop, ça va pas changer. Là, ça va changer. Tac. C'est pour ça qu'on vous a proposé une table ronde avec des acteurs qu'on a invités autour d'une question qui est comment concilier justice sociale et impact environnemental, parce que c'est l'équation hein, que vous évoquiez dans la rénovation du bâtiment. Donc pour ça, avec nous, donc on a Karine Lascol, qui est directrice générale du bailleur social Domanis. Karine qui nous rejoint. Hervé Petot, qui est directeur général de l'entreprise de rénovation globale Bonglé. On a Julien Bagnard, qui est directeur de Miral. Pierre Naudet, qui est directeur général des pépinières Naudet. Et puis Jean-Baptiste Micoulot, qui est PDG du groupe Aramis et qui dirige le fonds de datation Osmose. Je vous invite à nous rejoindre et à vous installer. Alors, pour répondre à cette question, comment concilier justice sociale et impact environnemental dans la rénovation du bâtiment? Peut-être déjà voir quelle est votre lecture à chacun et peut-être un peu faire le tour en commençant par la représentante des maîtres d'ouvrage. Karine. Oui, donc en fait, c'est une question au cœur de l'activité, d'un bailleur social, hein, puisqu'on longe les plus modestes et c'est une phrase que j'utilise souvent, assez simple en disant: «Nos locataires, ben, la fin du monde, c'est pas forcément leur problème du moment, c'est plutôt la fin du mois». Mais sauf qu'on le voit dans des conditions climatiques ou des enjeux énergétiques, ce sont les premiers impactés. Quand les prix de l'énergie flambent, ben, effectivement, c'est plus compliqué quand vous avez un budget, restreint. Et on le voit aussi, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller s'installer une clim quand c'est nécessaire. On essaye de faire en sorte qu'on soit bien logé chez nous. Donc c'est vraiment au cœur de notre stratégie et notre stratégie aujourd'hui, elle vise, le régénératif, on aura peut-être l'occasion d'en reparler et elle s'appuie sur 2 piliers: régénérer le vivant au sens large, y compris avec les enjeux de végétation, de biodiversité et régénérer le lien social. Parce que je pense qu'on y reviendra, il y a l'équipement du logement, mais il y a aussi, comment on l'utilise, puisqu'il y a des choses, voilà, des choses pratiques à mettre en œuvre pour l'utiliser correctement. Si on passe à l'échelle d'une entreprise aujourd'hui, si on déroule la chaîne, comment ça se passe chez Bonglé? Quelle est la vision que vous avez, Hervé? Alors nous, chez Bonglais, donc on est spécialisé dans les métiers du second œuvre, donc notamment l'isolation thermique par l'extérieur. Cette notion d'environnement, on l'a pris, en main il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. On a essayé de transformer ce qui était une contrainte, par un atout, dans le retraitement de nos déchets. Voilà, et au fil du temps, donc on a impliqué, les industriels pour la reprise de nos déchets, notamment, PPG pour les peintures, et au fil du temps, chaque industriel qu'on a pu embarquer, on l'a sollicité quand c'était une approche commerciale pour dire: «Voilà, ben, on veut bien acheter vos produits. En contrepartie, est-ce que vous pouvez récupérer tel ou tel déchet, que vous fabriquez?» Et au fil du temps,
on a fait reconnaître notre démarche à travers des labels. Il y a un label sur lequel on communique beaucoup, nous, en interne, puisqu'on a été les premiers en France à l'obtenir. C'est le label maîtrise de l'environnement. Quand on travaille pour des marchés publics, la notion de qualification Qualibat est très importante. Et sur la partie environnement, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des exigences techniques, mais nos clients ne nous sollicitent pas forcément sur la partie environnementale. Donc nous, on y arrive, on est allé dans cette direction en 2015. C'est un référentiel qui s'inspire de l'ISO 14001. Donc du coup, on a passé aussi l'ISO 14001. On est audité tous les 9 mois. Et en fait, on a engagé cette démarche sans contrainte. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut le faire, il faut matérialiser, jalonner cette démarche et la faire reconnaître. Et c'est vrai que donc aujourd'hui, on demande il y a beaucoup d'exigences en matière d'RSE, donc notamment EcoVadis, qui est un label quand même reconnu. Donc on a également EcoVadis. Donc nous, entreprise de pause, cette contrainte, on va dire, de traitement des déchets, on l'a renversée. Et aujourd'hui, on s'en sert comme une approche commerciale aussi, en disant voilà réellement où on en est. Et c'est contrôlé par des audits externes. On voit que cette responsabilité, finalement, elle se reporte aussi dans la chaîne et à l'échelle du coup de nous, de Miral. Julien, finalement, comment elle s'exprime? Je dirais qu'elle s'exprime plutôt par une approche matière nous concernant, qui part également d'une prise de conscience. Je pense que tous ceux qui sont autour de la table et le témoignage de Fabrice montre à quel point cette prise de conscience de départ est importante pour se mettre en action. Mais c'est vraiment, je dirais que ça part un petit peu du cœur. Ensuite, il y a cette intention de changer les choses. Au début, on ne sait pas trop comment on va faire. Et chacun avec ses lunettes, finalement, que ça soit l'entreprise, que ça soit le bailleur, que ça soit le fabricant, essaie de trouver des solutions. Et en fait, ça passe beaucoup par comprendre. La première étape, c'est surtout pas aller vers la solution rapide à la va-vite, mais prendre le temps qu'il faut pour bien comprendre le problème et voir comment on peut agir concrètement avec nos moyens d'action. Donc nous, c'est passé clairement par les matières. Initialement, plutôt un matériau dit pétro-sourcé, aluminium, polyuréthane, PVC. Souvent, ça fait pas rêver. Et en fait, on s'est dit, mais comment on peut essayer de transformer les choses sur cette base-là? Et en fait, à un moment, il suffit de regarder dans une poubelle en fait, pour voir, ou dans les rues, hein, un peu partout ici, des canettes, des bouteilles. Il y a je sais il y a VK, Benvic aussi dans la salle sur la partie menuiserie PVC. Pendant des années, les fenêtres étaient déconstruites et enfouies. Et en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas les récupérer pour les mettre dans nos produits? Et on s'est amusé à pousser le curseur au plus loin. Et aujourd'hui, on a quand même divisé par 2 l'impact de notre produit. Ça nous amène à être la vêture aujourd'hui en France la plus décarbonée, alors même qu'à la base, c'est toujours des matériaux en alu, en PVC et en plastique. Et on arrive à 50% de produits recyclés dans le panneau. Mais pareil, à nouveau, comment aller plus loin? Et là, on embarque d'autres partenaires sur le choix des isolants en arrière-plan. Typiquement, une approche fibre de bois avec une gamme biosourcée pour traiter le confort d'été notamment et le choix de matériaux naturels. Des isolants plus recyclés aussi et des isolants aussi classiques pour répondre à des cas qu'on n'est pas capable de gérer, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'approche, je dirais, plutôt orientée matière au départ d'un point de vue d'un fabricant. Si je me tourne vers Pierre Naudet, vous, votre activité depuis 150 ans est tournée vers le vivant, mais du coup, vous êtes de bons témoins justement de l'engagement des entreprises dans cette direction. Alors, oui, effectivement, nous on existe depuis 150 ans. On est pépiniéristes, forestiers. On replante un peu partout en France des arbres, dans forêt, dans les champs et ces 10 dernières années, on a vu vraiment le besoin, et la demande de nos clients évoluer. On est un peu sorti de notre forêt pour aller dans les villes et on fait appel à nous maintenant de plus en plus, pour, recréer des forêts urbaines ou des îlots de fraîcheur, des bosquets. C'est-à-dire, reproduire ce qui se passe dans la nature, mais dans nos villes, hein, de manière à pouvoir, à bénéficier de tout ce que peut apporter aujourd'hui un espace, un vrai espace vert, en fait. Et on parlait du lien avec le social. Aujourd'hui, avoir un espace vert à proximité de chez soi, ça a beaucoup de bienfaits. Bon là, on s'en aperçoit bien aujourd'hui puisque on subit la chaleur et on sait très bien que
que sous des arbres, bah, on perd un certain nombre de degrés qui nous bénéficient quand même. On le verra tout à l'heure. Et on le verra tout à l'heure, effectivement, quand vous allez déambuler. Hem, et puis les espaces verts, c'est aussi des lieux de vie, c'est des lieux de rencontre, des lieux sociaux. Heu voilà, ça crée de l'ombre, donc ça attire. Donc ça a tout un tas de bienfaits dont voilà, donc dont des acteurs comme Miral se rendent compte aujourd'hui. Et voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi donner accès, pas qu'aux quartiers, riches, mais aussi aux quartiers populaires, à ces avantages liés à la végétalisation. Et voilà, nous, on est au cœur de tout ça. Aujourd'hui, il faut revoir aussi un peu le schéma. Il faut aussi savoir être patient. Ça coûte moins cher de planter des jeunes plants. Et aujourd'hui, il ne faut pas vouloir aller trop vite, mais il faut repenser le système, heu, comme il se conçoit dans la nature aujourd'hui. Du coup, Jean-Baptiste, je me retourne vers toi. Toi, double casquette, tu diriges un groupe industriel auquel Miral fait partie, mais tu as aussi, finalement, tu diriges aussi un fonds de dotation Osmose qui soutient des projets. Finalement, toi, quelle est la lecture et de ce grand écart, finalement, entre le social et l'environnemental, même s'il ne faudrait pas que ce soit un grand écart? Bonjour à tous. Alors effectivement, donc, nous sommes un groupe familial dans le domaine des matériaux de construction pour l'enveloppe du bâtiment, dont fait partie Miral. Miral, c'est notre activité qui est la plus décarbonée à ce jour, puisque, comme Julien, tu l'as rappelé, on a des matériaux qui sont quand même essentiellement à base d'aluminium et d'isolants pétrosourcés. Donc c'est quand même pas terrible en termes de bilan carbone, et donc on essaye de façon déjà prioritaire d'abaisser le bilan carbone de ces matériaux. Mais en fait, ça ne suffit pas, puisque une fois qu'on aura abaissé notre bilan carbone et qu'on aura petit à petit une contribution négative la plus faible possible, il va falloir essayer de faire du régénératif. Et donc, pour faire du régénératif, en fait, nous, on a choisi, par exemple, de créer un fonds de dotation, donc qui est une forme de fondation, qui utilise de l'argent du groupe. Donc, c'est nous qui le finançons à 100%. On détourne quelque part positivement de l'argent du résultat de nos sociétés pour alimenter un fonds, donc à hauteur de 150 à 200 000 euros par an. Donc, ça fait déjà 3 ans que le fonds existe. Donc, l'ambition, c'est d'avoir 1 million d'euros sur 5 ans. Donc, je pense qu'on va y arriver pour financer les projets. Et dans les projets qu'on finance, on a 2 axes. Il y a le social et il y a le végétal. Et donc évidemment, le végétal, dans le contexte du régénératif, il est très important, puisque par exemple, on a financé un îlot de fraîcheur qui vient s'appuyer sur une collaboration avec Domanis, qui a porté le projet donc, de réhabilitation de logement, avec évidemment une façade Miral fournie par donc les équipes de Julien, et puis des plantations fournies par Nodé, tout ça évidemment avec l'entreprise Bonglé qui a fait la mise en œuvre. Donc on a créé une forme d'écosystème que nous avons financé pour l'îlot de fraîcheur du côté du fonds de dotation, mais qui permet d'avoir une forme de projet global avec à la fois du lien social, puisque on en reparlera je pense tout à l'heure dans la déambulation. En fait, les habitants ont carrément participé au choix des essences et ont planté eux-mêmes. Donc en fait, il y a eu le lien social, il y a eu le végétal, il y a la contribution positive puisqu'on fait du régénératif au-delà des matériaux où on essaie d'abaisser le bilan carbone. Et donc quelque part, on essaye de faire du bien à la planète, ce qui est quand même une ambition qu'on doit avoir, parce que si on ne fait qu'abaisser les externalités négatives, ça ne suffira pas. Comme vous l'avez rappelé, Fabrice, il faut aussi faire du positif. Et donc pour faire du positif, il faut travailler notamment le côté naturel et donc forcément végétal. Il y a une question, finalement, il y a un lien qui vous unit tous là, c'est vous avez tous fait la convention des entreprises pour le climat, donc finalement des dirigeants qui sont engagés, mais finalement les dirigeants ne suffisent pas dans cet engagement. Donc une question peut-être avec une réponse rapide, pas forcément de tous, mais comment on engage et comment on embarque ses collaborateurs pour croire à ça? Parce que seul on n'y arrive pas, hein. Karine a envie de Allez, je répondre. vais commencer. Donc Domanis, il y a 150 collaborateurs, avec aussi une particularité, c'est un bailleur social. Donc notre conseil d'administration, ce sont des élus parce qu'on est le bailleur départemental du département. Et avant d'embarquer les collaborateurs, il faut qu'on embarque aussi les élus et notre conseil d'administration, parce que c'est eux qui valident la stratégie. Donc on a travaillé de la pédagogie. Alors on a fait la convention des entreprises pour le climat, et avec mon binôme, ce qu'on appelle le Planet Champion dans notre jargon, en fait, on s'est dit,
faut qu'au fur et à mesure de notre parcours, de notre apprentissage sur le sujet, on partage absolument en interne. Donc on a eu ce réflexe-là de continuer à sensibiliser au fur et à mesure du parcours, à la fois les collaborateurs. Alors les élus, faut faire en plus condensé parce qu'ils ont pas beaucoup de temps et il faut être un peu percutant. On a travaillé sur une présentation aussi très pragmatique qui relève du bon sens. C'est de se dire aujourd'hui, on a des contraintes, réglementaires, on a, des enjeux sociaux, on a effectivement, des enjeux économiques et on a rapporté effectivement toute notre stratégie en expliquant que, bah, on n'avait pas le choix que d'aller vers une stratégie ambitieuse, régénérative, avec cet enjeu primordial pour nous, c'est de réduire au strict minimum les charges de nos locataires, puisque des personnes à revenus modestes, moi, je pense qu'aujourd'hui et demain, notre problème, c'est pas tant le loyer, ça va être les charges associées au logement. Donc on est sur du bon sens et de cette façon-là, ça permet d'embarquer. Et puis on est dans le montrer, pas juste dire, c'est juste aussi montrer, ce qu'on fait. Voilà, valoriser, ce qu'on met en œuvre, les partenariats, on en reparlera de coopération avec des acteurs. Quand on voit que les locataires réagissent, c'est très satisfaisant et puis aussi pour, ben, embarquer les collaborateurs, c'est expliquer de la pédagogie, des ateliers différents, des visionnages, enfin et tous les ans. On a fait la CEC en 2023, on est en 2026. Tous les ans, je vais réexpliquer auprès des collaborateurs la stratégie, le plan d'action de l'année, pourquoi on le fait et cetera et on l'a mesuré dans un baromètre RH. On a une très, très bonne adhésion à la stratégie, au bout de 3 ans. Donc voilà, c'est plutôt satisfaisant parce que les idées, elles viennent pas que de la direction. J'ai des collaborateurs qui prennent des initiatives, donc ça, c'est top. Est-ce que l'un d'entre eux veut réagir sur ce sujet-là? Allez, Julien. Je rebondis sur ce que dit Karine. Je pense qu'il y a un enjeu qui est vraiment énorme par rapport à cet embarquement autour du terme de coopération. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu parler à la CEC et au départ, un peu dur de comprendre finalement ce que c'était. Et en fait, je pense que rien que le fait qu'on discute de tout ça avec un regard croisé à tous les niveaux où on décilote un petit peu finalement l'ensemble, ben, en fait, c'est ça déjà un premier axe de coopération. Et quand on commence à aller plus loin auprès de nos fournisseurs, mais aussi plus près avec nos salariés, et que tout ça forme un tout où ça fait sens pour tous, là, on fait des pas de géant et on peut avancer très très vite. Donc c'est important de prendre le temps de sensibiliser déjà aux plus proches. Nous, on l'a fait à travers notamment un comité impact dans l'entreprise où on a pris le temps d'expliquer tous ces enjeux et en demandant à ces salariés plutôt, on va dire, contributeurs actifs de s'engager sur ce projet. On vient aussi de le faire avec tout notre réseau de partenaires, de franchisés, plutôt sur un autre marché de Miral, mais c'était un vrai enjeu parce que c'est un choc psychologique et émotionnel de découvrir en fait tout ce qui se passe d'un point de vue environnemental si on n'y est pas préparé aussi. Et donc on y va, on se met un peu dans une zone d'inconfort, mais par contre ça suscite des réactions, ça fait bouger et ça permet d'avancer. Fabrice, quel regard vous portez là-dessus? Enfin, en tout cas, moi, ça me fait du bien d'entendre ce que j'entends là. Parce que je n'entends pas ça tous les jours, hein. Enfin, je pense qu'on a des acteurs un peu atypiques là, mais ce qu'il faudrait, c'est que l'atypique devienne la norme. Et pour ça, il y a besoin de témoignages comme ça, d'engagement de gens sincères qui le font vraiment. Moi, je trouve ça formidable. Et donc et là, je suis complètement d'accord avec vous. Le problème, c'est celui qui fait qui sait. Et il faut faire confiance aussi à l'intelligence de nos collaborateurs et des collaborateurs dans les entreprises qui sont aussi des parents, qui voient bien que c'est le bordel, qui voient bien que le futur peut pas être une continuité linéaire du passé, c'est pas possible et que le temps presse. Vous vous rendez compte, on est en 2026 là. Donc il faut mobiliser nos collaborateurs qui ont des idées souvent, dont on ne sait même pas qu'ils ont ces idées-là. Donc il faut les écouter et c'est pour ça qu'on a créé Genact, hein. Genact, c'est cette plateforme où on aide les collaborateurs à monter en compétence sur des sujets sur lesquels ils ont envie d'aller en réalité. Parce que si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Et ça ne va pas. Donc l'objectif, c'est pas d'optimiser ce qu'on avait fait par le passé, c'est vraiment d'avoir des solutions de rupture. Et je suis complètement d'accord avec ce que monsieur de Naudet, c'est ça? Oui, Pépinière Naudet. Ça, c'est renaturer les villes avec d'autres techniques que ce qu'on a fait depuis des années, avec des îlots de fraîcheur, de l'aquaponcture, mieux utiliser l'eau pluviale notamment, hein, qui part aujourd'hui. Il faut pouvoir la garder dans les villes, refaire des zones tampons. Aujourd'hui, il faut savoir que les gens ne se rendent pas compte, mais le changement climatique, c'est des épisodes de canicule comme on a là, mais c'est aussi des pluies diluviennes. On va avoir, vous allez voir, quand ça va commencer à péter, ça va tomber très fort. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette flotte? Est-ce que ça va ruisseler ou est-ce qu'on va pouvoir la conserver dans la ville
pour avoir des zones qui vont absorber cette eau avant qu'elle s'écoule naturellement et faire ces éponges urbaines qui vont permettre par l'évapotranspiration de faire ces îlots de fraîcheur. Et ça, des gens comme Naudet, ils savent faire ça. Donc il faut faire confiance à ces gens-là. Voilà. Bah, justement, je me retourne vers Pierre et vers Hervé, tous les deux. Finalement, comment on accompagne aussi, il y a pas mal d'acteurs de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre parmi nous. Bah, comment chacun vous accompagnez à la conception des projets, chacun, enfin, pour faire en sorte de donner corps aux projets et aux ambitions qui sont proposées, quoi. Donc nous, chez Bonglet, on a une approche d'implication, d'embarquement, hein, de nos fournisseurs. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la reprise de nos déchets. En 2015, j'ai un industriel Signat qui m'a demandé, voilà, qui voulait nous vendre davantage de plaques de plâtre. Et je lui ai dit, ben, la condition, c'est que vous me repreniez mes chutes de plaques de plâtre. Et alors au départ, il a dit: «Mais on ne sait pas faire, il y a des problèmes réglementaires», et voilà. Du coup, ils ont joué le jeu, ils m'ont fourni des contenants et à chaque fois que j'achetais un semis, complet de plaques de plâtre, au lieu que le camion reparte à vide, il repartait donc avec les chutes de plaques. Et à la dernière session, de la CEC, en 2025, le directeur commercial m'a appelé en me disant: «Hervé, écoute, grâce à toi, tu nous as challengés par rapport à ces reprises de chute de plaques de plâtre. Du coup, on les a incorporées donc dans la fabrication. Dans le moment, en 2015, ils arrivaient à incorporer 10 de chute de gypse. Aujourd'hui, ils ont sorti une plaque de plâtre 100 issue du recyclage. Donc voilà, ça, c'est des exemples concrets qu'on a fait chez Bonglet. Alors, c'est une petite fierté parce que c'est vrai qu'on essaye de faire changer les lignes, d'avoir une approche qui est différente. Voilà. Et on a des exemples comme ça avec le polystyrène, avec les revêtements de sol. Voilà. Hein, voilà. Donc là, on embarque. La réponse, c'est l'embarquement de nos fournisseurs. Et puis, on essaye d'embarquer également nos salariés en sensibilisant. On a intégré dans les contrats de travail la notion de changement climatique. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient signer son contrat, il a une ligne qui lui explique que le changement climatique, il est là et qu'il faut qu'il adopte un comportement quand il est dans l'entreprise et dans le privé à la hauteur de son engagement. Voilà, ça, c'est des choses concrètes. Et Pierre, toi, comment tu arrives à matérialiser justement les ambitions des acteurs avec lesquels tu travailles? Bon, nous, c'est relativement récent, mais je pense que c'est important. Aujourd'hui, on voit on arrive souvent après la construction, après même plusieurs années et on se dit: «Mais mince, c'est quelque chose qu'on a oublié». Je pense que le végétal aujourd'hui, il doit être anticipé et on doit l'analyser comme une infrastructure végétale. On doit se poser la question de pourquoi on le veut, où on le veut, quels moyens on doit mettre en place pour le pérenniser. On en parlera peut-être un petit peu plus concrètement après, mais sur le projet à Tonnerre, aujourd'hui, bon, c'est devenu déjà un vrai lieu de vie. Les habitants en prennent soin, mais on se pose la question de comment on l'entretient. Il faut de l'eau pour l'entretenir. Donc tout ça, ça s'organise, ça se pense avec les autres acteurs du bâtiment, et donc voilà, donc je pense que c'est important aujourd'hui de l'envisager comme une étape indispensable à tout type de projet, heu, de construction ou de rénovation. Alors du coup, parlons concret, parlons de Tonnerre, puisqu'on l'a cité quelques fois, mais du coup, je pense que c'est pas mal de dérouler ce projet, qui est un projet exemplaire et inspirant. Karine, comment ça s'est passé ce projet de Tonnerre, si vous pouvez nous le décrire? Alors le projet de Tonnerre, il est né, à la CEC. Je mets quelques images derrière. Ouais, il est né à la CEC, en fait, de discussions, entre Pierre, donc qui est pépiniériste, une autre entreprise locale, la Compagnie du Mal, alors qui fabrique des couettes, mais qui a rien à voir, avec la plantation, mais qui pour le coup, se disait: «Ben, moi je cherche des terrains pour planter des arbres et décarboner». J'ai dit: «Bah, nous on a des terrains, ça serait bien qu'on plante dessus, donc on essaye de faire un truc, ensemble». Donc ça, c'était la première idée, mais ça a mis 2 ans à émerger vraiment parce que, bah, après chacun repart dans sa vie et voilà. Et donc ce projet en fait de coopération, on s'est dit: «On va expérimenter une coopération territoriale à visée régénérative». Ça faisait partie de notre stratégie, de notre feuille de route. Donc on est parti avec cette idée-là. On s'est retrouvés, donc on était 3 entreprises au départ, puis après on a associé des acteurs locaux, comme, la commune, le CCAS qui émane de la commune. On a une régie de territoire, sur le secteur, le département, des habitants et on a lancé ce projet en réfléchissant, à ce qu'on pouvait faire, en fait, on a 2 espaces dans ce quartier où on a pas mal de logements. Un logement, collectif, on voit, voilà,
classique qui mériterait d'être un peu embelli d'ailleurs, parce que là sur la photo, l'impression qu'on est dans les années 70. Mais donc on a effectivement, on s'est dit, on avait démoli des bâtiments et il y avait 2 friches. Donc on s'est déjà occupé d'une friche parce qu'il y avait aussi un enjeu de financement. C'est aujourd'hui, nous, on a un job, c'est loger les gens, réhabiliter, on construit un peu, parce qu'il y a pas des gros besoins dans Lyon, mais on construit quand même un peu. Mais surtout des gros enjeux de réhabilitation. On n'a pas forcément les fonds aujourd'hui pour aller planter massivement, sur notre parc. Et donc du coup, le fait d'avoir travaillé en coopération, ça nous a permis, alors à la fois d'associer les habitants dans le choix, effectivement, enfin, des plantations et puis, de les conseiller, de voir comment, ils souhaitaient, utiliser les lieux. Donc on a fait quelques réunions avec les habitants en leur présentant aussi le projet qui avait été imaginé, par les pépinières Naudet, pour voir si ça correspondait aussi à leurs attentes. On a ajusté, on a partagé, on avait fait plusieurs réunions et puis on a aussi cherché des financements. Et là, pour le coup, effectivement, par le biais de fonds privés qui s'intéressent à cet enjeu de revégétalisation, de lien social. Donc on était pleinement dans ce projet, de Tonnerre et on a atterri, et là je laisserai Pierre expliquer, mais on a atterri le 18 mars dans le cadre d'une plantation collective où le résultat a dépassé nos espérances, en tout cas, en termes de participation. Peut-être, Pierre, sur, Oui, pour compléter, donc on a adapté, le projet aux besoins des citoyens. Donc nous, on était partis sur une première version qui était plutôt végétale et puis en discutant, en fait, avec les habitants, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'un vrai espace de vie au mieux. Donc on y a associé des tables, pour qu'ils puissent, s'y retrouver. On a compris que pour eux, c'était important qu'il y ait que cette petite forêt soit aussi comestible. Donc on a planté un certain nombre de petits fruits. Donc voilà, puis il y a une deuxième brique qui va se faire la saison prochaine, qui sera la plantation d'un verger, qui était aussi un souhait qu'on n'avait pas prévu au départ. Donc on voit que cette discussion avec, en fait, les bénéficiaires, futurs, utilisateurs, elle est super importante et au-delà de ça, donc on les a fait participer du coup à cette journée de plantation. Les enfants, les anciens, enfin tout le monde est venu mettre la main à la pâte. On a même été très étonnés du niveau de participation, et à un moment donné, on n'avait plus assez de pioches, plus assez de plans pour satisfaire tout le monde, mais c'était l'objectif et aujourd'hui, le résultat de tout ça, c'est que, ils ont été impliqués, ils sont concernés et maintenant ils suivent tout ça, ils en prennent soin, parce que c'était aussi une de leurs craintes, que ce soit dégradé et au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, ils nous appellent plus pour qu'on vienne arroser, désherber plutôt que des dégradations donc voilà. Et puis on a vu pendant la plantation que planter des arbres, ça donne le sourire. C'est ce qu'on a vu toute la journée. C'était incroyable, quoi. Alors, bah, du coup, Karine l'évoquait un peu. Un tel projet, ça ne se fait pas sans financement. Du coup, je vais donner la parole à Jean-Baptiste. Comment on accompagne des projets? Comment on les sélectionne? Finalement, quel est le rôle aujourd'hui d'acteurs privés dans la partie financement et dans cet engagement-là? En fait, il y a plusieurs voies possibles. Il y a déjà peut-être dans les appels d'offres, on peut mettre une clause comme quoi il faut créer un îlot de jardin, un îlot pardon, de fraîcheur. Donc ça, c'est une première manière de quelque part d'intégrer la solution directement dans le CCTP. Alors c'est assez nouveau, je ne sais pas si ça se pratique vraiment encore, mais en tout cas on est au début. Ça fait partie de, voilà, des objectifs qu'on a. Après, si on veut compenser, si on veut quelque part utiliser de l'argent qui est issu, par exemple, de fondations comme la nôtre, en fait, il faut aussi faire des appels à projets. Donc, c'est ce qu'on fait pour solliciter des associations qui souhaiteraient participer à des projets d'îlots de fraîcheur ou de revégétalisation ou de forêts nourricières ou éventuellement de potagers urbains. Donc, si vous connaissez des associations ou si vous identifiez des projets, nous, on est preneurs, puisqu'on a un appel à projet qui est en cours, doté de 50 000 euros, sur lequel on souhaiterait financer partout en France, indépendamment des projets qu'on va mener avec Miral ou avec Domanis ou avec Bonglé, bien sûr, des îlots de fraîcheur là où c'est nécessaire. Donc, ça peut être sur la région parisienne, mais ça peut être partout, évidemment, en province. Voilà, donc ça, c'est des actions concrètes qu'on peut mener, nous, par rapport au financement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est quelque part le fait qu'on est dans un écosystème, c'est-à-dire, effectivement, là, on est un petit peu tous connectés sur un projet comme Tonnerre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y en ait beaucoup plus des projets comme ça. Et donc, plus on va en parler, plus on va, quelque part,
communiquer positivement sur ces sujets-là, parce qu'en fait, des solutions techniques, on les connaît. Les financements, finalement, on les a. Il n'y a pas de problème de financement. Il suffit simplement d'arriver à s'adresser aux bonnes personnes. Et donc, on est tous aujourd'hui, je pense, ultra motivés sur des sujets comme ça. Donc, quelque part, il faut simplement qu'on arrive à tous se connecter pour arriver à activer des projets à une certaine dimension pour que ça ait un impact, puisqu'évidemment, il y a une espèce de taille critique aussi, je pense, à partir de laquelle ça a un intérêt. Si on fait 15 mètres carrés d'îlot de fraîcheur, ça n'aura pas d'impact. Si on fait 1500 mètres carrés, ça a un impact énorme. Donc il faut aussi raisonner de manière un petit peu plus systémique. Et pour ça, il faut aussi faire appel à notre expérience de tous, notamment Nodé. Le temps nous rattrape un peu, donc on va conclure cette table ronde. J'aurais envie de donner une dernière fois la parole à Fabrice. Finalement, le sujet du lien est important et c'est ce qu'on entend là, hein. Les projets se font grâce à ça, à ce lien à cette toile qui se tisse. Bah, comme disait Johnny, il faut donner envie d'avoir envie de le faire. Donc avec des projets aussi enthousiastes, parce que ça donne de la joie en fait, ça rend heureux. Rendre service à la nature, ça rend heureux. Donc on a complètement perdu ça de vue. Et ça, il faut vraiment faire de la sensibilisation, faire ce type de témoignage, utiliser sans doute mieux aussi les outils modernes maintenant pour communiquer. Ouais, mais ça, il faut s'approprier ces outils. Il faut vous sortir un peu du bois là, tous là, hein, parce que franchement, c'est trop bien vos histoires, mais il faut le faire savoir. Et puis aussi, il faut que les maîtrises d'ouvrage, parce que c'était dit par monsieur, bah oui, un escalier, ça se balaye par le haut, comme disait ma grand-mère, hein. Donc, si les prescripteurs s'y mettent pas, ça va pas le faire. Donc, bon, bah, il y a un bailleur social ultra exemplaire, mais ça serait bien que vous puissiez contaminer positivement vos collègues, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Et puis les maîtrises d'ouvrage privées aussi, parce que dès lors que les maîtrises d'ouvrage publiques et privées deviennent prescripteurs, bah, les entreprises, elles ont intérêt à s'adapter, puis sinon elles perdent leurs clients. Donc, mais pour ça, il faut, vous l'avez dit, le but, c'est pas d'établir des rapports de force sur des sujets comme ça, c'est faire de la coopération. Tout le monde va y gagner dans cette histoire, hein, donc maintenant, il faut s'y mettre. C'est maintenant ou jamais. Voilà. On espère qu'on aura allumé le feu. Du coup, je vais proposer, on va passer sur le deuxième temps. Là maintenant, on va passer sur le temps expérientiel pour vous faire vivre ce qu'on a appelé miralité augmentée. Pour ça, je vais demander à Julien d'expliquer finalement quelle est la démarche qui nous a conduit à cette ambition, et ça va faire la transition naturelle vers la suite et vers la déambulation. Donc effectivement, là, on redescend un petit peu l'entonnoir. On a commencé très large avec Fabrice. On commence à avoir un exemple de coopération qui se dessine dans le monde du bâtiment et qui associe du coup des experts comme Nodé également, qui lient le bâtiment finalement au végétal. Et là, l'idée, c'est de vous faire rentrer dans ce que nous, on a imaginé à travers toutes ces réflexions, tous ces éléments de compréhension. Ça fait quand même bientôt 5 ou 6 ans qu'on travaille quand même dur sur le sujet. Et finalement, ça reconnecte aussi l'histoire de Miral. Miral, c'est une entreprise qui a bientôt 40 ans, qui est une fabrication française à côté de Dijon, en Bourgogne. Et au départ, vraiment, cette optique industrielle de comment on peut protéger les bâtiments. Au départ, c'était de la protection de façade vis-à-vis des intempéries avec un panneau qui vient simplement protéger le bâti. Est arrivé les prises de conscience post-choc pétrolier avec c'est peut-être bien d'isoler nos bâtiments, et on est passé d'une solution de protection de façade à une solution finalement d'isolation, protection et isolation. Puis Grenelle de l'environnement, les années 2000 ça commence un petit peu à monter, donc on a été une solution plutôt orientée déperdition énergétique plutôt en hiver. Et pour nous, 2010-2011, c'est le départ vraiment d'un marché qui est celui des bâtiments collectifs et tertiaires. Et donc, on part d'une solution plutôt industrielle, et puis on commence à monter en compétence sur le volet plutôt service. Parce que pour répondre aux attentes de la rénovation, où chaque projet est spécifique, il faut avoir une certaine compréhension des sujets, que ce soit le feu, le choc, le vent, puis la partie environnementale. Et donc, il y a eu toute une deuxième phase, je dirais, chez Miral, qui a adossé la compréhension de la solution technique à une logique de service. Et ça, je dirais, ça nous a emmenés jusque dans les années 2018, où on avait un produit plutôt cohérent, avec un service qui commençait à être bien rodé et qui a permis de développer le marché sur la partie bâtiment collectif et tertiaire.
Et puis est arrivé 2018-2019, la prise de conscience environnementale assez forte. Et finalement, on a mis un pied dans un engagement à ce niveau-là, qui en fait irrigue tout. Parce que ça irrigue le côté fabriqué en France, ça irrigue le sourcing de matière, ça irrigue l'offre qu'on est en train de créer. Et en fait, l'ITE augmenté, c'est la fusion des 15 dernières années de travail et de réflexion chez Miral, où on les a abordés en mode silo, quoi. Le technique d'un côté, le service de l'autre, l'environnement après. Alors qu'en fait, les trois forment un tout qui nous semble aujourd'hui totalement adapté pour répondre aux enjeux, j'ai tendance à dire de demain, mais quand on a la chaleur aujourd'hui, c'est les enjeux d'aujourd'hui également. Et donc c'est important pour nous, cet événement est important pour nous parce que à la fois c'est un aboutissement, mais on pense aussi que c'est un vrai point de départ. Pour moi, un système comme le nôtre, mais ça pourrait s'appliquer également à d'autres systèmes, pour qu'ils puissent, je dirais, passer le cap de la massification et répondre aux réels enjeux, il faut qu'ils soient au maximum recyclés, biosourcés, il faut qu'ils soient fabriqués en France, il ne faut pas qu'on aille chercher les produits à l'autre bout du monde, il faut qu'ils soient faciles à poser, il faut que du coup, esthétiquement, ils puissent aussi construire un nouvel imaginaire, parce que si les gens ne se reconnaissent pas dans ces rénovations de bâtiments, ça ne va pas le faire. Et si on avait fait tout ça et que le produit n'était pas décarboné à sa racine même si en fait il va décarboner par le fait de réduire l'utilisation d'énergie fossile par exemple, si le produit ou la solution elle-même n'a pas réduit au maximum de ce qui pouvait être fait son impact, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc c'est vraiment ce périmètre-là que vise la solution ITE augmentée, qu'on souhaite vous faire vivre sous la forme d'une expérience aujourd'hui. Donc on a changé un peu le dispositif où on devait vous faire déambuler dans le lieu, mais en fait, vu la chaleur, on a plutôt pris la direction de l'extérieur. Et c'est une petite aparté, mais c'est quand même vraiment intéressant parce que finalement, quand il fait très chaud comme ça, on a deux choix. C'est soit on va mettre des clims partout pour se refroidir, et c'est ce qu'on a quand on a un lieu comme ça, on a presque envie de le faire, mais en fait, c'est pas la bonne approche. L'autre approche, c'est plutôt de s'adosser à la nature, et ça tombe bien aujourd'hui parce que notre plan B, finalement, est une solution qui est plutôt à l'air, sous les arbres qui ont poussé à l'extérieur là-bas. Donc c'est un bon moyen de rentrer dans cette immersion. Oui, on a revu le plan de cheminement et de déambulation par rapport aux documents que vous aviez dans le tote bag. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de se mettre en mouvement. On va créer des groupes. Sur vos badges, vous avez tous une petite pastille de couleurs. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez rejoindre votre meneur de groupe. En 1, donc, c'est Valérie Lesage. En 2, c'est Pierre Guerrero. En 3, c'est Carole Zoug. En 4, c'est Cyril Cheveux. En 5, c'est Yvan Bochen. Et puis en 6, c'est moi. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous rejoigniez chacun des meneurs de groupe qui vont se positionner. On se donne quelques minutes pour que vous puissiez rejoindre vos groupes. Et puis, on va attaquer la déambulation.